papa est décédé il y a 10 ans maintenant. Et j'entends sa voix. Oh, ça m'a pris de court. Ah ouais. J'étais journaliste de télévision dans ma première partie de carrière. J'ai toujours eu ce fil rouge de storytelling. On a leur voix, on a leur rire, on a leurs expressions, on a des anecdotes qu'ils n'avaient jamais entendues avant. Et cette femme avait une vie complètement modeste, entre guillemets. Et c'était hyper riche, hyper riche. Les histoires se perdent. Les histoires se perdent, forcément. Et c'est quelque chose qu'on repousse toujours parce qu'on a le temps. C'est pas urgent, ils sont encore là, ils sont pas malades, tout va bien. Non, elle a pleuré pendant 1 heure. Et c'était très très chouette parce qu'il y avait tellement d'amour dans ce qu'elle disait. Elle décrivait ses enfants avec beaucoup d'amour et elle leur souhaitait des choses particulières pour chacun. C'est très émouvant. Et j'entends sa voix. Oh, ça m'a pris de court. Bonjour et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Camille Renaudin qui va nous expliquer l'importance de la transmission et l'héritage que l'on peut laisser via des podcasts audio et peut-être aussi écrits à l'avenir, qui sait, elle va nous expliquer tout ça. Elle recueille les histoires des familles, des grands-parents, des mamans, des récits de naissance, des récits de mariage et elle va nous livrer tout ça dans cet épisode. Camille, si quelqu'un vient de cliquer sur ce podcast pour l'écouter parce qu'il a trouvé le titre et le sujet intéressant, peux-tu me dire pourquoi il devrait rester et écouter notre conversation ? J'aimerais qu'ils viennent écouter parce que pour comprendre ce qu'est un business un peu artisanal qui prend le temps et en quoi c'est important justement de transmettre son histoire et de revivre un peu, de repenser le temps un petit peu, de repenser les connexions et comment ils puissent justement parvenir à ça grâce à Heroes Editions et grâce à ton podcast. Camille, comment ça va ? Bien dormi avec un bébé de 3 mois ? Nuit un petit peu courte, merci. Alors là, donc Camille, tu as eu, comme je te disais juste à l'instant, 2 bébés en même temps. Donc d'un côté, petit garçon, petite fille ? Petit garçon. Petit garçon. Ouais, un donc, vrai du coup, bébé. Et les 2 autres ? Et les 2 fille et garçon déjà, donc c'est mon 2e garçon. Ouais. Bonne chance. Ouais, je sais à quoi m'attendre cette fois. Ça va être un peu sportif. Ouais. En effet. Bon, Camille, soyons honnêtes. Il y a, alors moi j'entends beaucoup autour de moi des gens qui me disent un jour j'écrirai un livre. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ne le font jamais. Ouais. Pourquoi, à ton avis ? Mais moi, j'ai toujours été d'abord fascinée quand je vais à la Fnac, chez Virgin, dans des bibliothèques, des librairies, etc., du nombre en fait, de livres qui sont publiés. Il y en a, mais je me dis, mais il y a autant de gens qui écrivent des livres, je comprends pas, il y a autant de gens talentueux, ça me fascine. Mais sans pour autant l'avoir eu l'envie avant. Ça m'a pris un peu comme ça l'année, il y a 2 ans, où en fait, moi, j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui ont une vie incroyable. D'une richesse infinie. Mon grand-père était officier de marine, il a voyagé aux 4 coins du monde, ils se sont établis aux 4 coins du monde, etc., avec leurs 5 enfants. Wow. Et en fait, j'ai toujours été aussi passionnée par les histoires de transmission, de génération, de tout ce que nos ancêtres nous lèguent et ce qu'on en fait aujourd'hui dans nos vies. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tirer le fil de ça et de prendre comme fil rouge la transmission en partant de la vie de mes grands-parents. Et c'est des questions très personnelles au final. Et je me suis dit, je vais en faire un roman en fait. Mais cette envie d'écrire, elle est née un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Et en fait, en écrivant, l'acte d'écrire, je trouve que c'est presque thérapeutique en fait. Et thérapeutique. Ça te pose. Je te rejoins voilà, complètement. Exactement. C'est thérapeutique. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'espace de commencer à écrire ce livre parce que j'ai subi un licenciement économique il y a 2 ans. Qui au final est un blessing parce que j'étais finalement pas très très heureuse dans ce travail et je me suis dit là c'est l'occasion. Je pense que c'était un signe de l'univers, j'ai un petit coup de pied aux fesses de l'univers qui m'a dit ok Camille ça suffit les bêtises, là il faut faire un truc que t'aimes vraiment et voilà, les planètes étaient un peu alignées pour commencer ça et c'est en écrivant ce livre que m'est venue l'idée de Heroes Editions. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, dont moi inclus, qui effectivement voient le licenciement après. Peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme, oui. Vraiment. Sur le coup, t'es un peu ça fait un peu mal quand même. Ouais. Mais après, tu te dis finalement, c'était un petit peu le pied dont j'avais besoin. Ouais. Donc tu écris ce premier roman. Ah non, j'ai même pas eu le temps de le finir. Okay. J'ai écrit 2 chapitres. Mais c'est déjà. Et en fait, en écrivant ce 2e chapitre sur l'enfance de ma grand-mère, je me dis mais attends, j'ai rien sur ma grand-mère, je connais pas son enfance. Et c'est terrible parce qu'en fait, je lui ai jamais posé la question. Non.
Et c'est hyper égoïste, quelque part. Je ne me suis même pas intéressée à elle. Mon grand-père avait écrit ses mémoires, donc je savais un peu à quoi ressemblait son enfance. Mais elle a vécu 17 ans en Afrique du Nord, ses 17 premières années en Afrique du Nord. Mais en fait, je ne savais pas. J'avais besoin de couleurs, en fait, pour écrire ce chapitre. D'avoir plus de détails, d'entendre sa voix, en fait, me le raconter un petit peu. Même si au final, après, c'est romancé. Et donc, je suis partie les enregistrer pour avoir ça. Et après, j'ai eu cette idée de faire ça pour les gens, en fait, d'offrir ce service aux gens. Mais... ouais, le livre, ouais, je l'ai pas terminé en fait. Je le terminerai un jour. Mais je pense que c'est bien aussi de se mettre cet objectif. C'est important. Moi, je suis un petit peu un rat de bibliothèque, un bookworm. C'est plus sympa en anglais d'ailleurs que en français. C'est plus imagé. Bon, bref. C'est plus joli. C'est vrai qu'à chaque fois que je lis un livre, régulièrement, je me dis, mince, mais j'aurais pu l'écrire. C'est fou. Moi aussi, je voudrais partager tout ça. J'ai 1 million d'idées de livres à écrire, mais après, il faut commencer à structurer. D'où t'es venue un petit peu l'idée de Heroes Edition, donc, à ce moment-là? En fait, ça m'est venu, mais comme une révélation. Ok. Mais vraiment, j'étais en train d'écrire donc, ce chapitre. Et donc, là, je me suis dit, je vais retourner à Paris pour interroger mes grands-parents. Et je me suis dit, quitte à les interroger, autant les enregistrer. Et si je les enregistre, le fil de ma pensée, c'était, mais c'est allé très très vite, si je dois les enregistrer, autant en faire un podcast en fait, que je puisse après partager avec tout le reste de ma famille et qui pourront garder, et que les générations lointaines après eux pourront garder et ainsi connaître leur histoire, connaître leurs racines, parce que finalement c'est très constructif de savoir d'où on vient. Et donc, en fait, je suis allée acheter mes micros, j'ai travaillé mes questions, j'ai travaillé ma narration, etc. Et voilà, j'ai passé 4 jours enfermée chez eux, à les saouler. Non, pas les Moi, saouler. ça a dû leur faire plaisir. Ils étaient trop contents. Mais oui, ils évidemment. m'ont beaucoup surprise. Surtout ma grand-mère qui n'a pas l'habitude de s'exprimer comme ça. C'était incroyable. Et j'en ai presque des frissons en y repensant. Ils se sont prêtés au jeu de manière exceptionnelle. Et ma famille qui a reçu ensuite l'enregistrement, ont tous été là, mais Camille, merci, c'était incroyable. On a leur voix, on a leur rire, on a leurs expressions, on a des anecdotes qu'ils n'avaient jamais entendues avant. Donc, c'est précieux au final. C'est un souvenir éternel, quoi. Exactement. Le futur du recrutement, c'est Weegly. Vous en avez sûrement entendu parler, le monde du recrutement change vite. Avec Weegly, l'idée n'est pas de remplacer le recruteur, mais de l'aider à aller plus loin. C'est une plateforme qui combine AI et intelligence humaine pour trouver les bons talents, plus vite et plus juste. Franchement, si vous recrutez sans Weegly, vous ratez une longueur d'avance. Donc du coup, comment tu décides de commercialiser ça? Parce que c'est une chose de faire... bien sûr. D'enregistrer sa famille, les histoires. Comment tu décides d'en faire un business finalement? En fait, pour moi, c'était assez évident parce que j'étais journaliste de télévision dans ma première partie de carrière. Ensuite, j'étais en communication. Donc, j'ai toujours eu ce fil rouge de storytelling, quelque part. Oui, ça ne vient pas de nulle part. Voilà, j'ai quand même des compétences qui sont assez fortes dans ce domaine-là. Je sors pas ça de mon chapeau. Et au final, par contre, ce qui était nouveau, c'est OK. Effectivement, comment faire un business? J'ai jamais été entrepreneur de ma vie. Ma famille, on vient pas du tout de ce milieu-là. Voilà, donc structurer une offre, structurer un positionnement, définir une cible, définir qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Ça a été un exercice qui était assez nouveau pour moi, même si j'ai adoré le faire, parce que c'est la partie un peu créative aussi. Je trouve ça génial de développer une idée. Après, oui, je te cache pas que ça a été... j'ai mis un peu de temps à le faire parce que... déjà, on ne veut pas se rater, forcément, même si on tâtonne, évidemment, et qu'après, on revoit sa copie et que c'est jamais linéaire et fluide. Mais ça a été un exercice un peu plus difficile pour moi de structurer une offre, de regarder ce qui se fait sur le marché. Et mon problème, entre guillemets, c'est qu'à Dubaï, il n'y a rien qui existe comme ça. Donc, c'est difficile d'établir un pricing, d'établir un positionnement quand on ne sait pas qui va potentiellement être acheteur de ça. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour tout ce qui est autour du legacy, de la transmission? C'est pas sûr. Ça existe un petit peu en France. Des petits acteurs un peu comme moi, artisanaux, en France, ça existe. Aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est un peu plus institutionnalisé. Et notamment des plateformes un peu plus technologiques avec des prompts AI, etc., qui ensuite, tu peux faire ton livre directement d'après tes prompts, etc. Donc, c'est beaucoup plus... technologique, moi c'est pas ce que je voulais. Donc voilà,
parmi tout ça, comment est-ce que moi je crée mon positionnement, comment je crée ma propre offre. Voilà, ça a été tout un petit parcours. Et donc aujourd'hui, alors tout d'abord, Heroes Editions, c'est plutôt, d'après ce que je comprends, un podcast. Ouais, c'est un format podcast. C'est un format podcast, Ouais. donc ce n'est pas écrit. Pas du tout. Ok, Ouais. c'est ça. Donc c'est je vais dire presque un livre audio. Ouais, c'est ça. Ça peut s'apparenter à un livre audio. Mais c'est vraiment un format podcast parce que je fais comme toi, tu es en train de faire en ce moment. Où, en De fait, l'autre côté, là. ouais. Où, en fait, j'ai introduit mon invité. Ouais. De manière très personnalisée. Tout est ultra personnalisé. Y a pas de, c'est pas je réplique pas un format. C'est-à-dire C'est que ça. voilà, je fais en fonction de qui est en face de moi. Donc j'introduis mon invité, je garde certaines de mes questions. Donc on m'entend, même si j'essaie de minimiser mes interventions au maximum, parce qu'au final c'est pas c'est pas moi le sujet en fait. Et voilà, je fais au montage, je fais mes transitions musicales, je coupe un peu pour rendre la narration fluide et belle, pour que la voix de mon interlocuteur soit belle aussi, et ce qu'il raconte soit dynamique, etc. Mais au final, ce que la personne va recevoir, c'est son propre podcast. À la différence que c'est complètement confidentiel, c'est complètement privé, jamais ça va atterrir sur des plateformes de quoi que ce soit, et il en fait ce qu'il veut. Après, il le partage avec qui il veut, mais c'est le sien. Et là, tu en as déjà enregistré quelques-uns. Comment ça s'est passé? Est-ce que les personnes qui viennent sont plutôt timides? Est-ce qu'au contraire, tu n'arrives pas à les arrêter? Il y a un flux qui sort d'informations ou parfois ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Comment ça se passe? Ouais, c'est deux axes. Ça peut être difficile d'un extrême à l'autre. Il y a des gens qu'il va falloir canaliser, qu'il va pas falloir laisser s'éparpiller, et d'autres gens qu'il va falloir un petit peu pousser à s'exprimer parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Parfois parce qu'ils n'ont carrément pas l'habitude qu'on s'intéresse à eux, parce que des vies un peu plus normales, disons. Et parfois, il y a des gens qui ont une vie très, très riche. Et voilà, il faut recadrer un petit peu subtilement parfois. Mais je guide. J'impose rien. Il y a des questions, je dis toujours, voilà, s'il y a des questions avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, c'est votre enregistrement, c'est votre podcast. Donc moi, je suis en retrait. On fait toujours un entretien au préalable, justement, pour définir la direction dans laquelle ça doit aller. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, ce sur quoi ils ont envie de se concentrer. Est-ce que c'est la carrière? Est-ce que c'est la parentalité pour certains? Est-ce que c'est l'enfance? Est-ce que c'est des projets professionnels? Est-ce que c'est juste passer des messages de valeur? Presque un exercice un peu philosophique. Voilà, donc on définit le projet au préalable. Donc l'interview est déjà un petit peu cadrée avant. Après, évidemment, au fil de la discussion, je rebondis, je creuse. Il y a des gens qui vont être un peu moins dans l'émotion. Donc, c'est à moi de faire sortir un peu les choses parce qu'au final, c'est pas un exercice professionnel. Ça va être pour les enfants, les petits-enfants. Donc, il faut un peu de meat, comme on dit en anglais. Voilà, c'est le but. Et beaucoup pleurent. Ah oui, bah ça, je crois que je peux imaginer. Ouais. Alors, quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit, tu as parlé de vie normale versus vie plus riche. Est-ce que tu penses qu'il y a fondamentalement une vie normale ou bien est-ce que tout est une question de storytelling? Parce que moi j'ai l'impression dans le recrutement, on entend énormément de vie. C'est notre rôle d'écouter les vies professionnelles des gens qui souvent se mêlent aux vies personnelles finalement, puisqu'ils vont chercher un emploi suite à un divorce, suite à une rupture ou à un mariage ou à un nouvel enfant qui vient d'arriver. Finalement, moi j'ai l'impression que tout le monde sur cette planète a quelque chose d'unique à raconter. Absolument. Il n'a peut-être pas la forme pour le raconter, mais au final, je crois que... Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je pense que toutes les vies sont intéressantes, déjà. Alors oui, factuellement, il y a des vies qui sont un peu plus riches que d'autres. Ouais. Et c'est ni bien ni pas bien, c'est comme ça. Mais je pense que toute vie est intéressante. Et c'est à moi, justement, d'arriver à faire dire... et à mettre en valeur certaines vies qui sont entre guillemets un peu plus normales. Et elles vont être intéressantes pour celui qui va les écouter, pour les enfants, les petits-enfants qui vont la recevoir. Parce que ça, peut-être que la personne n'a jamais déménagé de sa vie, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ces souvenirs d'enfance sont précieux? Quels étaient les rêves de cette personne? Ça, c'est riche. Quelles étaient les ambitions de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de transmettre, cette personne? Et ça peut être très riche. C'est pas parce qu'elle n'est pas CEO d'une entreprise du CAC 40 que finalement, elle n'a rien à dire. Alors, parce que ça, c'est une minorité de toute façon. Ouais, en plus. Mais même sans exagérer jusque-là. Parce que cette personne n'a pas qu'à voyager à quatre coins du monde qu'elle n'a rien à dire. Et j'ai l'exemple de cette grand-mère de 60 ans
qui a vécu son enfance à la campagne de manière un petit peu rustique, un petit peu austère, on va dire. Et j'ai adoré l'interroger parce qu'elle avait des anecdotes incroyables de comment elle allait à l'école, avec ses bouillottes chauffantes pour ne pas avoir froid sous son manteau, parce qu'elle devait faire 5 km pour aller à l'école à la campagne en France dans les années, je ne sais plus, 40, je ne sais plus. À élever les animaux de la ferme après l'école, à aider ses parents qui étaient agriculteurs, etc. Voilà. Et c'est des vies tellement différentes. Et c'est précieux de savoir ça. Et c'est sa petite fille qui m'a demandé d'enregistrer sa maman pour justement comprendre comment elle a vécu. Et moi, j'ai appris tellement de choses. Et cette femme avait une vie complètement modeste, entre guillemets. Elle venait d'un milieu modeste. Et c'était hyper riche. Hyper riche. Est-ce que tu peux confirmer que dans toutes les familles, il y a des cadavres dans les placards? Moi, je fais pas... Oui, je pense. Mais c'est pas objectif. Je pense qu'on a tous des secrets de famille. Moi, mon but, c'est pas de les déballer à ce moment-là. Mais il y en a qui déballent, genre qui avouent. Oui. Je pense par exemple, moi j'ai une amie où elle a découvert très très tard que son grand-père, je pense que son grand-père d'ailleurs était déjà décédé, et elle découvre qu'il y a des enfants illégitimes, des enfants qui ont été conçus dans d'autres pays ou voilà d'autres choses. Et est-ce que ça, c'est des choses où tu reçois des confessions intimes? J'ai pas eu l'occasion d'en recevoir. Parce que je débute aussi mon entreprise et du coup, j'ai pas un éventail assez large de personnes. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. Mais en revanche, moi, je préviens toujours, je veux que ce soit positif. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tabou, mais je veux que, à minima, ce qu'on me confie ait un apprentissage positif. Je veux pas que les choses soient à charge. Je veux pas qu'on déballe ses problèmes ou ses regrets de manière trop lourde. Oui, ça peut être l'occasion de se confier, si on n'ose pas le faire en face de sa famille ou à ses enfants. Mais je vais toujours essayer de retourner le truc de manière positive. C'est ça. Voilà, on n'est pas là pour régler ses problèmes. Est-ce que tu rencontres, j'ai souvent entendu ça justement avec ces personnes qui voulaient écrire des livres, tu rencontres un peu le syndrome de l'imposteur, où on te dit non mais moi j'ai rien à raconter, justement moi je suis pas dans le 440, moi je suis très modeste, j'ai pas de... C'est un des points de blocage principaux. Le nombre de fois où justement j'ai pas pu, où j'ai perdu des leads parce qu'en fait la personne a dit non mais moi j'ai rien à dire, ma vie, elle est normale, encore une fois. Je ne sais pas bien m'exprimer. Pourquoi je ferais ça? Je ne comprends pas qui s'intéresse à ma vie. Mais oui, c'est le blocage principal. Et parfois, ça ne marche pas. J'arrive pas à convaincre. Alors, j'ai perdu des leads. Comment obtiens-tu des leads? C'est... Bon, les réseaux classiques, quand je me suis lancée, forcément, j'ai un peu bombardé tous les réseaux, Instagram, LinkedIn... les groupes WhatsApp de communauté, etc. Donc j'ai eu pas mal de leads à ce moment-là, un peu de bouche à oreille, un petit peu du network privé, d'anciens amis, d'anciennes connaissances. Et ma famille, pas du tout. Bizarrement, je pensais que ce serait mon premier supporter. Et au final, non, ça n'a pas du tout été une source de lead. Principalement les réseaux et réseaux privés aussi, un petit peu, mais sans la famille. Ok. Ouais, à bon entendeur, la famille. Voilà, la famille, si vous entendez, envoyez des leads. Exactement. Le monde du recrutement change. Et non, l'IA ne remplacera pas les recruteurs. Elle les rend bien meilleurs. Weegly, c'est la plateforme qui combine le pouvoir de l'IA et l'intelligence humaine pour sourcer, matcher et engager les bons talents plus vite. Si vous recrutez aujourd'hui sans Weegly, vous recrutez à l'ancienne. Découvrez comment recruter sur weegly.io. Est-ce que tu as un profil ou un âge type des personnes avec qui tu enregistres des épisodes? De prime abord, je m'étais plus dit les seniors. Parce qu'effectivement, quand tu es en fin de vie, je pense que tu reflectes un peu sur ta vie, forcément. Tu as un exercice un peu de... Voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, combien de temps j'ai pour faire ce que j'ai envie de faire, etc. Donc, c'est un exercice classique, je pense, pour les seniors. Donc, je m'étais naturellement dit, les seniors, ce sera ma cible naturelle. Et au final, en réfléchissant, je me dis, en fait, tu peux avoir une vie que tu as envie de raconter quand tu as 30 ans.
parce que tu as fait beaucoup de voyages, parce que tu as monté ta boîte, parce que juste tu as envie d'archiver comme un journal intime, quelque part. Tu as vécu des histoires d'amour que tu as envie de garder au fond de toi, quelque part. Ça peut être un peu n'importe quoi. Et j'ai un peu développé mon concept aussi autour de récits de naissance, de déclarations d'amour, de dommages pour la fête des mères, pour un anniversaire un peu marquant, je ne sais pas moi, les 50 ans, etc. Et ça peut être un mari qui va offrir à sa femme, qui va revenir sur toutes leurs années passées ensemble, sur ce qu'ils ont accompli, sur ce qu'ils ont envie d'accomplir à l'avenir. Et ça peut être l'occasion de raviver la flamme aussi. C'est un format qui se prête à ça, même si je t'avoue que j'en ai pas encore eu. Mais ça peut être aussi un hommage pour ses enfants. J'ai eu une maman récemment qui a voulu faire ça pour ses 3 enfants, de revenir sur leur naissance, de revenir sur sa rencontre avec son mari et comment ses enfants sont nés, ce qu'elle leur souhaite. Et c'était elle a pleuré pendant 1 heure. Et c'était très très chouette parce que même moi ça m'émeut parce qu'elle était, il y avait tellement d'amour dans ce qu'elle disait. Et elle décrivait ses enfants avec beaucoup d'amour, et elle leur souhaitait des choses particulières pour chacun. Et ça se prête très bien à ça aussi. C'est très émouvant. Le titre du jour, donc écrire pour exister, comment un livre peut changer une vie finalement, on va même pas dire carrière, mais vraiment comment un livre peut changer une vie. Tu as parlé du côté, comment on dit, healing, thérapeutique. Tu as parlé du côté thérapeutique du livre. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits dans la rédaction d'un livre ou dans l'enregistrement d'une histoire ? J'ai envie de dire le temps long. Moi qui ne suis pas très patiente, où j'ai besoin que des potes que ça aille vite, de se forcer à se poser et à réfléchir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je ne veux pas utiliser l'intelligence artificielle et je ne veux pas que ce soit une plateforme technologique. C'est très artisanal. Et ce temps long, que ce soit écrit ou enregistré justement un récit de vie, ça permet la réflexion, ça permet de raturer, de se tromper, de faire mieux ou peut-être moins bien, de réfléchir en profondeur. Et ça aussi, c'est thérapeutique. Au final, on revient à ça. Mais de prendre son temps. Et moi, je suis un peu réac à ce niveau-là. J'aime bien les choses qui prennent leur temps. Les longs films aussi. Voilà, on ne fait plus trop de longs films. Il n'y a plus de grandes épopées. Voilà. Et pour moi, mes récits de vie, quand je les enregistre, j'ai l'impression d'avoir une grande épopée, quoi. Et ça commence, ça finit. Il y a des petits rebondissements et ça se termine et machin. Et on réfléchit. Et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et écrire, c'est un peu pareil dans sa tête. C'est une épopée dans sa tête un petit peu. Et c'est très exigeant. Et je ne m'attendais pas à ça. Et on en apprend beaucoup sur soi-même. C'est un exercice d'humilité aussi, d'écrire. On se rend compte aussi parfois qu'on n'est pas si exceptionnel que ça. On s'imagine que c'est... Non, mais c'est vrai qu'on s'imagine parfois que c'est facile d'écrire. On prend le flot de sa pensée, on l'écrit. En fait, non, c'est très exigeant. Très exigeant. Et quel est le livre jusqu'à présent qui t'a le plus marqué ? Je suis un peu comme toi, je suis un peu un rat de bibliothèque aussi. Donc il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Mais plus récemment, c'est mon mari qui m'a fait lire Le Comte de Monte Cristo que j'avais jamais lu avant. Ouais. Mais oh là là, mais la claque dans la figure, ce livre. Et il y a le livre, je l'avais lu avant que le film sorte. J'espère que beaucoup ont lu le livre après que le film sorte. Mais une claque, et je l'ai lu pendant que j'étais en train d'écrire mon livre. Donc je l'ai lu avec une espèce d'observation du coup d'écriture. Mais comment il a fait pour écrire ce passage, dans quoi il est allé chercher intérieurement pour écrire ça, comment il écrit ses personnages, comment il y a des moments contemplatifs et comment il y a des moments d'action qui s'intermêlent, comment il fait s'entremêler tout ça. Et ce livre, c'est une claque dans la figure et c'est magnifique. Et c'est tellement contemporain aussi. C'est très facile à lire, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Écoute, je ne l'ai jamais lu. Ah franchement, donc je vais directement le rajouter dans ma pile à lire. Ouais. Et un autre que j'ai... franchement, lis-le. Et un autre que j'ai envie de recommander, c'est Au revoir là-haut. Ah oui, Pierre Lemaître. Pierre Lemaître. Oui, bien sûr. Adoré. Pareil, une grosse claque dans la figure. Des vrais romans. Des vrais romans. C'est vrai. Oui, c'était très profond. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu peux le divulguer, mais au niveau du pricing, ça se passe comment ? Si tu ne veux pas donner les montants, tu ne les donnes pas, c'est comme tu veux. Mais plutôt, c'est quoi ? C'est un prix, un forfait, un prix par tranche, enfin comment il fonctionne ? Ça dépend en fait de ce que la personne veut faire. Ça peut être un forfait d'1 heure, comme ça peut être un forfait de 3 heures, voire peut-être plus en fonction de ce que les gens ont envie de raconter.
Le forfait biographique, on va dire, généralement, il y a 2h30 d'enregistrement après montage. Et en fait, c'est pas que j'ai pas envie de divulguer mes tarifs, mais c'est tellement customisé que... ouais. Mais ça va entre, on va dire, 400 € à, on va dire, 1500 € dans la fourchette. Ça. Mais ça peut varier en fonction de ce qu'on a envie de raconter. Et est-ce que le but, à terme, est de vivre Bien sûr. de Heroes Edition? Bien sûr. Ouais, c'est le but. Anglais-français? Anglais-français, j'aimerais bien développer à terme, quand ça prendra et en fonction de comment ça prend, d'autres langues, l'arabe. Parce que non, mais j'aimerais bien justement, mon rêve ou mon ambition, ça serait de transformer ça en une espèce de maison de production et d'être entourée d'un pool d'intervieweurs qui soient multilingues. Parce que la tradition de l'oralité dans la culture arabe est très importante. La transmission orale dans la culture arabe est très importante. Ouais. Et dans ce pays-là, qui est quand même un pays où tout va très vite, où le pays évolue à une vitesse, même nous, on a du mal à comprendre. Dans la culture émiratie, je pense que c'est très important pour eux de garder en archive d'où ils viennent. Ouais. Non, complètement. Ouais. Donc, c'est un peu l'ambition. Donc, du coup, comment, pour revenir un peu sur le côté business, donc tu as expliqué un petit peu comment tu te fais connaître, mais est-ce que derrière, maintenant, il y a une... Alors, on va d'abord se remettre d'un bébé, soyons clairs. Mais est-ce qu'il y a vraiment une stratégie d'attaque en mode maintenant je vais y aller beaucoup plus agressivement, ou alors est-ce que tu vas te laisser porter au fur et à mesure et voir un petit peu comment ça prend avec le bouche à oreille, comme tu disais? J'en suis à un stade où je tâtonne encore. Je regarde ce qui marche pas. Là, j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui marchaient pas forcément super bien, où je mets en tout cas beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans des choses qui, au final, ne sont pas très impactantes. Tu as un exemple pour moi, des partenariats avec des communautés, par exemple. Des communautés de mamans, par exemple, où je m'étais dit, pour faire des récits de naissance ou des cadeaux pour des baby showers, etc., ça peut être intéressant. Et au final, pas tellement. Et en fait, d'un point de vue business, je me suis aussi rendu compte que c'est pas un achat impulsif. Non. C'est un achat au long terme, où en gros, je dois être présente dans la tête des gens à plusieurs reprises. Bon, c'est quelque chose de classique. Il faut que les gens puissent nous voir. Je crois qu'en moyenne, c'est 7 fois avant de décider d'acheter. Mais moi, je pense que c'est potentiellement encore plus parce que c'est pas un objet du quotidien, c'est pas un service du quotidien. On va pas aller s'acheter, je sais pas moi, c'est pas une un canapé ou c'est pas du tout. C'est pas quelque chose dont on a besoin. Ouais, c'est quelque chose dont il faut prendre le temps de réfléchir et ça représente quand même aussi un petit budget. Et c'est pas. C'est un produit qui est très niche, qui n'existe pas. C'est baby shower, on va se dire, on va offrir, je sais pas moi, des bodys, on va offrir un massage pour la maman, des choses comme ça. Là, on ne va pas se dire, attends, je vais le proposer d'enregistrer à la naissance de son enfant, quoi. C'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore dans les habitudes. Donc c'est à moi aussi, et c'est un travail de fond, d'éduquer, de faire tout un travail d'awareness que ce service existe et qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie trépidante mais c'est très intime aussi. Donc, et on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble. Non. C'est ça. Non, parce qu'en plus, tu ne sais même pas montrer les exemples. Ouais, même si je poste des extraits sur Instagram, des choses comme ça. Ah, tu peux publier des extraits sur mon site web. C'est difficile de se projeter dans... Alors, c'est quoi son produit, en fait? Donc, c'est pour ça que j'essaie de montrer des exemples, etc. Mais voilà, il y a tout un travail d'éducation et d'awareness à créer. Et c'est pas un achat impulsif. Donc, il faut que je sois patiente. On parle beaucoup d'automatisation, mais au fond, le recrutement reste une histoire de personnes. Et c'est exactement ce que fait Weegly. Rapprocher la tech et l'humain. Une AI qui aide à mieux comprendre les gens, pas à les remplacer. Comment tu comptes t'y prendre pour développer cette prise de conscience, pour faire en sorte que les gens aient envie d'acheter, pour arriver à ces 7 points de contact différents, on va dire. Comment tu vas faire? Je pense qu'il faut que je garde mon Instagram qui est un peu ma vitrine, mais qui est plutôt du B2C. Je fais aussi beaucoup de démarchage direct. Moi, j'ai un peu ma wish list de gens à qui j'ai envie de faire raconter leur histoire. Donc là, ça va être du démarchage direct. Alors souvent, c'est des gens qui ne sont pas très accessibles. Mais bon, avec le réseau interne que j'ai et puis voilà, au culot, quoi.
Jusque-là, le culot m'a plutôt réussi, donc j'ai pas envie de changer ma recette. Le culot, ça Et d'y croire, il n'y a pas de Ouais. raison. Ces gens-là ont souvent des envies ou besoin de transmettre. Et donc, c'est aussi un autre levier. Et ouais, mes réseaux privés, et j'espère à terme que l'effet bouche à oreille va marcher. C'est un peu le but. Moi, j'ai pas envie d'être une marque ou une entreprise qui va communiquer à tout va. C'est pas moi. J'aime pas être sur les réseaux. Avant de créer ma Heroes Editions, j'avais pas de compte Instagram. Donc j'ai dû me forcer un petit peu quand même à être un peu présente là. Mais ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. C'est pas ma zone de confort. Et à terme, j'ai pas envie de passer par là. Voilà. Ou alors de manière très sporadique, mais j'ai plutôt envie d'être une adresse qu'on se refile un peu sous le manteau. Et qui est le bouche à oreille qui opère. Bon, c'est le rêve de tout le monde, je ne suis pas naïve, je sais bien qu'il faut être out there et qu'il faut aussi être présente. Mais en moyen long terme, je pense que si je peux éviter les réseaux sociaux, ça m'arrangera. Écoute, je suis passée du côté obscur de la force, donc j'étais comme toi, et voilà, j'ai dû me transformer digitalement. J'ai fait ma propre transformation. Personal branding, tout ça, ouais. Mais ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Vraiment, je peux que conseiller d'aller à contre-courant et de vraiment franchir toutes ces objections et obstacles qu'on a envers nous-mêmes. Ouais. Parce que ce n'est pas forcément le cliché qu'on a dans la tête influenceur, de ce qu'est le branding, le personal branding. Et moi, il y a 6 mois, je disais jamais je mettrais un selfie de moi. Jamais. Bah oui, mais pareil. Et pourtant, finalement, on y est. on se prend au jeu. Donc, voilà. Donc, c'est un exercice délicat. Je pense que ça dépend quel est l'objectif aussi commercial derrière. Moi, je pense que c'est pas ça qui me fera vendre. En fait, c'est la différence peut-être avec les marchés un peu plus ou les business plus classiques. C'est pas ça qui va me faire vendre ou me créer des leads ou très peu. Mais ça restera marginal, je pense. En revanche, je pense que ça peut rassurer. Je pense que quelqu'un qui est intéressé par mon service, il va dire « Attends, c'est quoi ce truc? Je la connais pas, c'est quand même intime ce que je vais faire. Il faut qu'il puisse me sentir, il faut qu'il puisse voir ma tête et voir comment je m'exprime. Et c'est pour ça que je fais ça aussi avec toi aujourd'hui, c'est que c'est un objet pour rassurer. C'est une vitrine pour rassurer. Je pense pas que c'est ça qui va me faire convertir. Ouais. Est-ce que tu pourrais imaginer écrire les histoires qu'on te raconte? Donc, imaginons que je te raconte mon histoire en podcast, sous forme de podcast, et puis je te dis, voilà, moi, je veux me lancer dans mon autobiographie. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu imagines? Oui, en étant très attachée à l'objet de livre, oui, complètement. Ça fait partie du développement, enfin, des idées que j'ai eues dès le départ. C'était à partir du podcast, cette fois, utiliser les outils d'intelligence artificielle pour transcrire sous forme de livre. Et réécrit, évidemment, parce que merci, mais c'est pas encore ça, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais réécrire le récit son sous forme de livre, parce que forcément, une histoire parlée ne va pas marcher à l'écrit. Non. Voilà, forcément, il faut la réécrire, il faut travailler les transitions, il faut travailler le vocabulaire, etc., mais tout en gardant l'âme. Mais oui, complètement, j'avais pensé à un livre type... assez premium de type des éditions Assouline, Taschen, voilà, un bel objet qu'on puisse aussi être fier d'avoir dans sa bibliothèque ou sur sa table de salon, voilà, qui soit un bel objet dont on est fier. Et voilà, et quand il y a vos petits-enfants qui arrivent pour le déjeuner du dimanche, voilà, et qui voient le livre, qui feuillettent sur le canapé, grand-mère, t'as fait ça, c'est incroyable, pour ceux qui ont ou qui en ont même un chez eux, même pas besoin d'aller chez la grand-mère. Oui, exactement, et qu'on puisse offrir, exactement. C'est magnifique. C'est un très bel objet. Oui, comme tu dis, les beaux livres, c'est précieux. Ce sont des objets de décoration, mais c'est aussi très précieux dans le fond. Et on a un objet physique à transmettre. Oui, c'est pour ça que je te demandais, parce que les podcasts, moi je me rends compte que je perds, entre guillemets, facilement les audios, les vidéos. Je retrouve pas. C'est rigoureux de tout avoir en backup. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne idée de business. Quelqu'un qui archive et trie. Après, c'est en train d'être construit, mais je suis en train de créer une page privée sur mon site web où les gens peuvent retrouver et à partir de là, partager aussi leur podcast. Ils ont un QR code que je leur donne et
Et ça les met sur une page privée. Ah bah top. Mm. Bon, on arrive tout doucement à la fin. Camille, est-ce que tout le monde devrait vraiment écrire un livre? Oh là là, cette question. Ah, je pense pas que ce soit pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui n'ont pas cette affinité avec le livre ou avec l'écriture, ou alors un journal intime, pourquoi pas. Moi, je suis un peu flemmarde sur ça, je suis pas assez disciplinée pour écrire un journal intime. Mais l'écriture, alors un livre, je sais pas, mais en tout cas, écrire, ouais, ça déroule beaucoup de choses, d'écrire. Ou en tout cas, moi, je fais un exercice, me prendre pour une folle, mais ou de se parler à voix haute aussi. Se parler à voix Ouais, haute. je trouve que c'est un peu le même exercice. Ça permet de prendre du recul. C'est vrai. Alors ça, on a l'air un peu folle quand on fait ça, mais de se raconter des choses. Peut-être que je devrais pas du tout dire les ça. choses. Écoute, ça, je n'ai jamais fait. Non, mais en fait, c'est de sortir de soi, de sortir les choses de soi, que ce soit sur le papier ou en l'air. De faire l'exercice de réfléchir, de sortir, de discuter avec soi-même. Voilà, ça ouvre des choses. Ok. Et du coup, pourquoi aujourd'hui les auditeurs devraient faire un podcast avec toi? Pourquoi devraient-ils le faire? Parce que le nombre de gens qui me disent « Oh là là, mes grands-parents sont décédés, ma maman est décédée, et j'ai pas son histoire, et j'ai plus sa voix, etc. » Moi, mon papa est décédé il y a 10 ans maintenant. Et en fait, je suis retombée... Et ouais, j'aurais aimé faire cet exercice avec lui, même si on avait des discussions, etc. Mais voilà, le fait d'avoir la voix... Et je suis retombée par hasard sur une vidéo de lui, j'avais pas réentendu sa voix depuis. Et j'entends sa voix. Oh, ça m'a pris de court. Ah ouais. Et en fait, d'entendre sa voix, les tonalités, le rire, la façon de s'exprimer, ça vaut tout l'or du monde. Et en fait, ouais, tous ceux à qui je parle de ce que je fais me disent « Oh là là, j'ai tellement de regrets ». Et c'est quelque chose qu'on repousse toujours parce que bon, on a le temps, c'est pas urgent, ils sont encore là, ils sont pas malades, tout va bien. Non. Et les histoires se perdent. Les histoires se perdent, forcément. Et on prend pas le temps, surtout en tant qu'expatrié. Quand on rentre au pays, généralement, c'est en coup de vent, c'est la course à aller voir les amis, la famille, les machins. On passe 10 minutes, on n'a pas le temps de poser des questions, on n'a pas le temps de s'asseoir réellement. Donc là, c'est l'occasion, si vous n'avez pas le temps, en fait, de me prendre moi comme intermédiaire pour faire ce travail à votre place. Et on travaille ensemble sur les questions, sur la direction du podcast, mais de faire ce travail, et moi je le fais pour vous en fait. Mais vous avez tous les bénéfices. Écoute, un outil, un amplificateur de vérité, Ouais. un passage, une transmission, un héritage en fait finalement. Ouais, complètement, c'est un héritage. Qu'on laisse à sa famille, ses enfants ou même à ses amis. Il faut absolument passer par Camille Renaudin. Camille, merci pour tout. Merci Stéphanie. Merci pour le partage. Avec et plaisir. je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, à bientôt. Va te reposer maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce que je retiens de cette conversation, c'est que le livre, audio ou écrit, n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un miroir, un amplificateur de vérité et surtout un moyen de transmission. Si vous avez une voix, une expérience, une vision, une histoire, la vraie question n'est peut-être pas est-ce que je devrais écrire un livre, mais plutôt qu'est-ce que je perds à ne pas le faire. Merci à Camille Renaudin pour cet échange sans filtre. Et à vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui vous dit souvent « un jour, j'écrirai ».